Bien, bonjour à toutes et à tous. Je salue tous ceux qui sont dans la salle, évidemment, mais aussi tous ceux qui nous suivent en visio, qui sont, je crois, une petite trentaine aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle session du Club du droit, qui, comme vous le savez, se réunit une petite dizaine de fois par an. On est au milieu de la saison maintenant, et qui va nous permettre d'aborder aujourd'hui un sujet qui est, j'allais dire, à la fois classique et original. Classique parce que la question des familles et la fameuse phrase d'André Gide, famille, je vous hais, c'est une classique éternelle, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi parce que les familles, elles ont connu des mutations, des évolutions qui font que peut-être les haines elles-mêmes ont évolué, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. En tout cas, la problématique qui est celle des notaires, qui est souvent de régler justement des questions entre familles, cette problématique est-elle renouvelée par l'évolution de la forme des familles? C'est un peu la question que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons le faire avec deux invités que je vous présenterai dans un instant. Peut-être avant, je vous rappelle le déroulé de nos séances. Nous sommes ensemble pour une grosse heure et quart pour explorer le sujet. Notre débat s'articulera de la manière suivante. D'abord, une première intervention de nos deux invités, qu'encore une fois, vous connaîtrez mieux dans un instant. Nous poursuivrons ensuite avec un débat entre nos deux intervenants. J'invite évidemment Édouard Grimont à participer autant qu'il le souhaite à ce débat. Et puis nous réserverons, comme il est de tradition, une vingtaine de minutes pour les questions du public physique, et aussi questions qui peuvent être posées par ceux qui nous suivent à distance. Alors, un mot sur nos deux invités. On a voulu éclairer cette problématique qui, évidemment, est partiellement juridique, c'est bien le moins chez les notaires, mais qui est également un peu, j'allais dire, philosophico-psychologique. Nous avons voulu éclairer donc cette problématique avec deux spécialistes qui représentent, j'allais dire, chacun l'une des deux disciplines que je viens d'évoquer. Je commence par vous, Sophie Galabru. Vous êtes agrégée et docteur en philosophie. Vous enseignez la philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié il y a à peu près 6 mois un livre qui s'appelle Faire famille, avec un sous-titre Une philosophie des liens, aux éditions Alary. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'une thèse sur Lévinas, Emmanuel Lévinas, Le temps à l'œuvre. Vos recherches portent notamment sur la phénoménologie, la philosophie du temps et de la narration. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, entre vous et moi, eh bien, vous pouvez voir, vous qui êtes dans la salle, Karl Laforie. Karl, vous êtes professeur, devrais-je dire, puisque vous êtes professeur des universités, agrégé de droit privé et de sciences criminelles à l'université de Limoges. Vous êtes conseiller scientifique pour le cabinet Rivière Avocat. Vous êtes référent Cridon pour le Sud-Ouest. Cridon, donc je le rappelle, Centre de recherche d'information et de documentation notariale, mais est-ce la peine de le mentionner ici? Vous êtes docteur en droit de l'Université de Bordeaux, où vous résidez, je crois. Donc merci d'être avec nous a fortiori, puisque vous êtes venu de votre Sud-Ouest. Et puis vous intervenez régulièrement à l'INFN de Paris, ce qui, de nouveau, n'est pas sans importance dans cette enceinte. Voilà, je vais vous donner la parole à chacun pour 10-12 minutes d'intervention liminaire, et puis ensuite on engagera le débat, mais avant, naturellement, Édouard, je vous suggère de nous donner peut-être un petit mot introductif sur la manière dont vous voyez ce sujet, ce que vous attendez des échanges qui vont s'engager. Édouard Grimont. Merci beaucoup. Chers invités, chers confrères, cher Philippe Manière, chers amis, je vous remercie de me donner la parole pour introduire ce nouveau débat du Club du droit. Je remplace aujourd'hui notre présidente, Sophie Sabot-Barcet, qui est retenue par un autre engagement. En son nom, je suis donc très heureux de vous accueillir ici au Conseil supérieur du notariat, chère Sophie Galabru et cher Karl Laforie. Merci à tous les deux pour votre présence. Après les passoires thermiques en décembre dernier, après les droits de la nature en janvier, après la stratégie d'engagement en mars, nous voici de nouveau réunis pour un nouveau débat au thème volontairement un peu provocateur, mais ô combien d'actualité. Famille, je vous hais, le droit face au nouveau mode de famille. Cette expression d'André Gide, dans les nourritures terrestres de mémoire, reflète un sentiment de frustration, de désillusion envers la famille, souvent inspiré par du vécu et des expériences personnelles ou encore l'observation de dysfonctionnements familiaux. Pour certains,
la famille peut être source de conflits, de tensions et de souffrances. Nous le voyons d'ailleurs souvent dans nos études. Les relations familiales peuvent être complexes et chargées d'émotions, encore plus à certaines étapes clés de la vie, les unions et désunions, les décès et les successions, où ressurgissent souvent les conflits intergénérationnels, les désaccords sur les valeurs, les rivalités entre frères et sœurs. Pour autant, et je tiens ainsi à rassurer notre auditoire et ne pas plomber cette belle journée dès 8h30 du matin avec des propos pessimistes et pleins de noirceur, pour beaucoup, la famille est source d'amour, de soutien, de réconfort, de solidarité. Les relations familiales, dans les moments de la vie dont je faisais état il y a quelques instants, sont aussi souvent très harmonieuses, et là aussi nous le constatons fort heureusement régulièrement dans nos offices. Pour venir au cœur de notre thème du jour, les évolutions sociales ont entraîné indéniablement des changements dans la structure et la conception traditionnelle de la famille, soulevant des questions complexes et des défis pour le droit. Les nouveaux modes de famille, qui aujourd'hui ne sont plus si nouveaux que cela finalement, tels que les familles recomposées, les familles monoparentales, les familles homoparentales, les familles adoptives, ont posé aux législateurs des défis. En matière juridique, ces nouvelles formes de famille nécessitent des ajustements, des adaptations pour garantir que les droits des membres de la famille soient protégés et respectés. Loi sur le mariage, sur l'adoption, sur la filiation, sur la succession, le spectre est large pour reconnaître et garantir ces nouveaux types de relations familiales. Le droit est ainsi constamment confronté à des défis importants pour s'adapter aux nouveaux modes de famille. Il évolue pour répondre aux besoins. Nous-mêmes, notaires, dans notre pratique au quotidien, nous constatons encore des besoins et des nécessités d'adaptation, de modification, de simplification. Avec nos confrères, membres des équipes de congrès ou membres de notre institut d'études juridiques, nous y réfléchissons et nous proposons des solutions, des mesures. Ainsi, il y a quelques mois, des propositions pour améliorer la fiscalité des donations et tenir compte notamment des familles recomposées en créant un nouvel abattement pour les transmissions par donation ou succession aux enfants du conjoint. Ou encore assurer la paix des familles au cœur de notre raison d'être, en facilitant les donations-partage par incorporation de donations antérieures. Je pourrais encore citer nos propositions en matière de simplification du droit, et parmi elles, celle d'autoriser l'adoption simple de l'enfant majeur du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité, le PACS, ou du concubin par acte notarié. Enfin, un peu de teasisme, un anglicisme, malheureusement, quelques mots du prochain congrès 2025, l'année prochaine, projetons-nous dans un an, qui aura également à cœur d'accompagner les tribus d'aujourd'hui en laissant une place à la volonté des familles. Je ne prendrai pas davantage de temps, de parole bien sûr, je laisse la place à nos invités et au débat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Édouard Grimont. Eh bien, effectivement, on va donner tout de suite la parole à nos deux invités pour qu'ils partagent avec nous un premier éclairage, en commençant, si vous le voulez bien, professeur, par vous, Karl Laforie, votre vision de ce sujet tel qu'il vient d'être campé par Édouard Grimont. Je vous en prie. Je remercie beaucoup le CSN pour cette invitation. Je suis extrêmement heureux de partager cette tribune avec la philosophe Sophie Galabru qui porte un regard intéressé au droit. Et nous aussi, juristes, nous devons nous inspirer des philosophes puisque c'est aussi leur regard sur l'évolution des sociétés qui nous guide sur ce que nous devons faire pour notre droit. Alors le phénomène de la haine et des mésententes familiales n'est assurément pas nouveau. À bien des égards, cependant, ces tensions, et en particulier les souffrances en résultant, ont longtemps été étouffées par la crainte révérentielle à l'égard du pater familias. L'émancipation continue des femmes, mais aussi des enfants, de ce qui était nommé jadis la puissance maritale et la puissance paternelle, a permis aux sentiments, et aussi, surtout, au ressentiment, d'être exprimé jusqu'à faire éclater la cellule familiale. Éclater, mais peut-être pas disparaître. Contrairement à la société,
qui, au terme de l'article 1844-17 du Code civil, peut être dissoute en cas de mésentente des associés paralysant le fonctionnement de la société, la famille, même dysfonctionnelle, ne peut pas être totalement liquidée. D'où le lien choisi par les organisateurs de cette rencontre entre la haine sévissante en famille et les nouveaux modes de famille. À la famille unie peuvent se substituer, en raison de telles crises, de diverses formes de familles, les familles recomposées, les familles monoparentales. Au juste, qu'allons-nous entendre par famille ? Le Code civil ne propose aucune définition de la famille, pas plus qu'il n'y consacre une quelconque subdivision dans son plan. Le mariage, le pax, le concubinage, la filiation, l'autorité parentale sont traités dans des titres successifs d'un même livre du Code civil, le livre premier intitulé « Les personnes ». Aussi, dans son traité, dans son essai intitulé « Le droit, l'amour et la liberté », le doyen René Savatier tirait comme constat, à partir des mutations du droit de la famille, que l'évolution de la notion de famille a consisté à passer d'un modèle abstrait, celui de la famille légitime, du mariage donnant lieu à des naissances, à un modèle plus réaliste, où l'affection prend une place centrale, ce qui explique au demeurant que la famille se soit davantage concentrée sur le ménage. Il semble opportun de retenir ici, notamment pour ouvrir le plus largement les échanges, une conception étendue de la famille qui intègre tant le couple que les enfants. Ce rôle grandissant de l'affect dans la famille permet de mesurer aussi combien des mésententes sont de nature à en perturber l'équilibre. D'autant plus que ces dernières décennies ont été fortement marquées, notamment sous l'impulsion de la jurisprudence européenne, par une promotion des libertés individuelles dont la confrontation avec les contraintes et les devoirs liés à la vie familiale peut exacerber les frustrations. Ce faisant, des individus ont tendance à attendre que le droit qui les a inscrits dans une famille ne les empêche pas de tirer toutes les conséquences de l'étiolement, voire de l'anéantissement de relations pour en sortir. Mais l'État n'a pas nécessairement intérêt à laisser les liens s'effacer totalement. C'est qu'en effet, bien qu'il pourvoie autant qu'il le peut aux besoins des nécessiteux, notre État préfère d'abord s'appuyer sur la famille, qui doit être le premier socle de solidarité, avant la solidarité nationale, pour porter secours à l'un de ses membres. Au-delà de cette fonction économique, la famille a aussi une fonction sociale, notamment par son rôle éducatif et de soutien moral face aux épreuves de la vie. La loi ne peut donc laisser les volontés individuelles décider de la vie ou de la mort des liens familiaux. Il conviendra donc de s'interroger sur les conditions auxquelles il est possible d'échapper à sa famille. Mais au-delà des membres envisagés individuellement, c'est la famille en tant qu'institution, en tant que modèle qui peut être rejetée par les individus, aspirant pour certains à un autre cadre pour organiser leurs relations avec autrui. Peut-être est-ce aussi ce que peut suggérer la lettre S, entre parenthèses, de l'intitulé de notre thème, et qui amènera donc, dans un second temps, à se demander s'il est possible d'échapper à toute famille. Échapper à sa famille, c'est le premier temps donc, de cette communication. Les liens familiaux sont parfois vécus comme un enchaînement dont certains pourraient vouloir se libérer. La liberté n'est cependant pas totale à ce sujet, l'État veillant à ce qu'une certaine solidarité morale et financière demeure intangible, sauf si les motifs et la volonté d'éviction et donc du ressentiment sont légitimes. On retrouve cette dialectique au sujet des différents liens juridiques familiaux, à commencer par celui du mariage. Le mariage crée un socle de solidarité, de mutualisation particulièrement fort, qui se traduit dans les rapports avec les tiers par la solidarité aux dettes ménagères et dans les rapports entre époux par le devoir de fidélité, le devoir d'assistance, qui est un devoir de soutien moral, le devoir de secours, qui est un devoir d'ordre patrimonial, comme le devoir de contribuer aux charges du mariage. Est-ce possible de se délester aisément de ces devoirs en rompant les liens du mariage ? On le sait, la réponse est négative en raison de l'encadrement des causes et des effets du divorce, sur lesquels nous pourrons échanger,
et dont il faut quand même constater un rapprochement sensible avec le Pacs. Il reste que la faute, cause de mésentente et parfois de haine, est toujours en mesure de justifier le divorce et même, à titre plus exceptionnel, de faire échapper un époux au paiement d'une prestation compensatoire. De la même manière, les liens de famille créent des liens d'obligation alimentaire, liens dont les débiteurs, en raison de sentiments de haine, pourraient vouloir se départir. Pourtant, l'obligation dite d'entretien qu'ont les parents à l'égard de leurs enfants mineurs ou enfants majeurs poursuivant des études, cette obligation d'entretien est indissoluble, en ce qu'aucun motif, pas même la plus grande ingratitude de l'enfant, ne permet aux parents d'en être libérés. Il en va en revanche différemment pour l'obligation alimentaire stricto sensu, cette obligation réciproque entre ascendants, parents, grands-parents, et les descendants, enfants, petits-enfants, etc., mais aussi entre les alliés, beaux-parents, gendres et belles-filles. L'obligation alimentaire, elle, effectivement, ne fonctionne pas exactement de la même manière, puisque l'article 207, alinéa 2 du Code civil, dispose, je cite, que quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette alimentaire. On peut penser au parent qui a été violent ou qui lui-même n'a jamais aidé son enfant dans le besoin, ce qui est parfois le cas dans les familles monoparentales, et qui, au moment d'être à son tour dans le besoin, revient vers lui. Voici donc un motif de haine qui peut justifier qu'une personne se libère de liens alimentaires à l'égard d'un autre. Mais c'est sans doute au moment où s'ouvre le banquet successoral que se comprennent et s'expriment le plus les sentiments de haine du décujus à l'égard de certains de ses héritiers présomptifs. Ici aussi, la liberté est loin d'être absolue, en raison de l'existence de la fameuse réserve héréditaire qui permet à certains héritiers, les descendants et en leur absence le conjoint, de voir s'assurer la transmission d'une certaine part du patrimoine du défunt. Pour de nombreuses raisons sur lesquelles nos débats pourront s'avérer fructueux, il est possible d'être assez attaché à cette limitation de la liberté testamentaire. En particulier, cette limite constitue une garantie de la liberté individuelle de l'héritier, de ce fait à l'abri des pressions et de la toute-puissance du testateur qui, pour des motifs de haine peu heureux, pourrait vouloir l'exclure de sa succession. On peut penser à des motifs liés à une discrimination en raison de la religion, de convictions politiques, de choix professionnels ou encore de l'orientation sexuelle de l'enfant. À titre exceptionnel, cependant, le droit successoral admet la légitimité de certains sentiments inspirant la volonté de déshériter. Ainsi, les articles 726 et 727 du Code civil prévoient-ils certaines causes d'indignité successorale permettant d'exclure un héritier de la succession en raison d'actes condamnables à l'égard du défunt, tentative d'assassinat ou encore, par exemple, dénonciation calomnieuse. L'article 955 du Code civil prévoit aussi la possibilité de révoquer des donations pour ingratitude. À noter à ce sujet qu'est en passe d'être adoptée une proposition de loi ajoutant un cas d'indignité matrimoniale qui déchoit des avantages matrimoniaux résultant du contrat de mariage l'époux qui aurait été condamné notamment pour des actes de violence à l'égard de son conjoint. Pour en revenir à la réserve héréditaire, en l'absence de telle cause d'exhérédation, le décujus pourrait, notamment dans les familles recomposées, être tenté d'emprunter certaines voies de contournement qui ne manqueront sans doute pas, par la suite, d'alimenter de vives tensions entre les héritiers. L'assurance vie en est un bon exemple puisque, sauf prime manifestement exagérée, elle n'est pas prise en compte dans le calcul de la réserve. Il faut saluer, de ce point de vue, en tout cas ça peut être un avis, la proposition numéro 23 du rapport sur la réserve héréditaire remis au garde des Sceaux et préparé sous la direction du professeur Cécile Pérès et de maître Philippe Potentier, consistant à réintégrer l'assurance vie dans la masse de calcul de la réserve héréditaire, sachant que cela serait compensé par un élargissement de la quotité disponible.
Des affaires médiatiques ont également permis de montrer que l'installation dans un pays étranger permet d'échapper aux contraintes de la réserve héréditaire. Or, sauf à ce que l'héritier réservataire se retrouve dans le besoin, la Cour de cassation affirme que la réserve n'est pas d'ordre public international. La Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé le 15 février dernier, dans les affaires Jarre et Colombier, je cite, qu'elle n'a jamais reconnu l'existence d'un droit général et inconditionnel des enfants à hériter d'une partie des biens de leurs parents. Bien souvent, la haine est un cercle vicieux. La personne exclue voudra parfois elle-même s'exclure en demandant le changement de nom de famille, lequel a été récemment assoupli. Elle pourra même vouloir éviter de reproduire le schéma dont elle a été victime, échapper à ce qu'elle voit comme un modèle funeste, celui de la famille, et échapper ainsi à toute famille. Échapper à toute famille, c'est le second temps de cette présentation qui sera plus court. On a vu que les crises familiales pouvaient trouver une manifestation dans certains modes dits nouveaux de famille, comme les familles recomposées, les familles monoparentales. Il reste qu'à côté de ces modes de famille, presque devenus classiques dans le paysage juridique contemporain, apparaissent des aspirations à de nouveaux modèles, à la marge de la famille, et qui peuvent justement trouver leur origine dans la volonté d'échapper à la famille. L'homme étant un être social, il cherche cependant à tisser des liens avec autrui. C'est sur ces nouveaux liens et leur traduction juridique qu'il faut s'interroger. Il peut s'agir d'une part de liens se substituant aux liens de couple. La question s'était posée au moment de l'adoption de la loi relative au PACS, qui avait été précédée de plusieurs propositions, dont le PIC, le pacte d'intérêt commun, issu de la plume du professeur Jean Hauser. L'idée était de prendre en considération le développement de communautés de vie étrangères à toute union sexuelle, communautés de frères et sœurs, communautés de personnes âgées partageant le même toit pour supporter ensemble le poids de la vieillesse ou du veuvage. Le 106e congrès des notaires, qui portait sur les défis de la vie à deux en 2010, avait également proposé la mise en place d'un tel statut qui revêt un intérêt social indéniable en ce qu'il constitue un remède à la solitude dont les coûts sociaux ne doivent pas être négligés. Le législateur portugais l'a compris, puisqu'il a mis sur pied par une loi de 2001 la Vida em Economia Comum. Pardonnez mon mauvais portugais. L'article 2 de la loi portugaise donne la définition suivante de l'économie commune. L'économie commune s'entend de la situation des personnes qui ont vécu en communauté de table et de logement pendant plus de 2 ans et qui ont établi une expérience commune d'aide ou de partage des ressources. Peut-être pourrait-on trouver ici un moyen pour certaines personnes de se réconcilier avec l'engagement, cette fois-ci déconnecté de l'idée de couple et des tensions qui peuvent y être afférentes. D'autre part, et j'en terminerai par là, c'est le modèle du lien de filiation dont le contournement est parfois recherché. Telle peut être la démarche d'une personne rétive à l'idée de fonder une famille, mais qui souhaite aider ceux qui ne parviennent pas à procréer en donnant ses gamètes. Jusqu'à la loi bioéthique du 2 août 2021, certaines personnes pouvaient échapper totalement à ses descendants. Mais depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er septembre 2022, les nouveaux donneurs de gamètes savent que l'enfant pourra, à sa majorité, prendre connaissance de l'identité du tiers donneur, bien que l'établissement du lien de famille, de filiation soit impossible. L'émergence de la famille génétique, ainsi accompagnée par le droit, sera assurément la source de nouveaux défis, notamment de l'appréhension juridique, des sentiments de haine ou d'amour entre ces personnes unies par l'ascendance génétique, mais dans l'impossibilité d'établir un lien de filiation. Au-delà des nombreuses questions éthiques que pose la gestation pour autrui, il est également à craindre que la mère porteuse se trouve dans le même étau entre le rejet de la filiation et la recherche de l'ascendance génétique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. C'est passionnant.
j'ai relevé des expressions, je n'ai pas complètement noté, mais que j'ai trouvé très intéressantes conceptuellement, sauf si les motifs de la volonté de l'éviction, donc du ressentiment, sont légitimes, motifs de haine justifiant, etc. Donc l'idée que, en un sens, il y a quelqu'un qui se porte juge de la légitimité d'un sentiment, j'ai trouvé ça particulièrement stimulant, enfin au milieu du reste naturellement. Je vous propose qu'on écoute maintenant Sophie Galabrouille pour avoir, si vous voulez bien, Sophie, un éclairage complémentaire, puisque je le disais, vous, votre appréhension est moins juridique que bien sûr philosophique et, j'allais dire, sociologique, psychologique, mais je vous laisse tenir votre propos. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier le Conseil supérieur du notariat pour cette très belle invitation à venir discuter avec vous, chers juristes, autour du sujet de la famille. Et je tiens à remercier également le professeur Laforie pour ce très bel exposé. Donc le thème d'aujourd'hui, « Famille, je vous hais », se fonde sur une célèbre phrase d'André Gide que l'on trouve au cœur des nourritures terrestres, cela a été dit, « Hymne à la vie, au désir et à la liberté ». Le terme « famille » y est écrit avec un « S », soulignant un rejet global pour toutes les formes de famille et plus profondément finalement pour cette essence de la famille qu'il a définie comme un groupe d'individus interdépendants, reliés par le soutien mutuel et une habitation commune selon un temps plus ou moins long. Son texte souligne l'enfermement que peut imposer la famille aux membres qui tenteraient de lui échapper pour d'autres horizons. En d'autres termes encore, cette phrase pourrait nous aider à souligner le contraste observable entre l'idéalisation proposée par la famille comme terreau du bonheur et de l'affection et sa réalité sociale vécue, faite aussi de conflits, de séparations, voire de déchirements haineux. La fiction littéraire et cinématographique se nourrit d'ailleurs très largement de ce contraste et le dénonce, que l'on pense à Vipère au point d'Hervé Bazin ou au film Festen de Winterberg. La réalité sociale en France ne dément pas la violence intrafamiliale, puisque selon l'INSEE et son rapport de 2019, 44% des violences physiques ou sexuelles enregistrées par les services de sécurité sont des violences commises dans la famille. Comment un tel lieu, par définition lieu d'accueil, peut être saturé de tels conflits, voire de haine? C'est la problématique que l'on peut se poser. Ce constat de la violence intrafamiliale permet de démentir en tout cas l'idée d'une réunion familiale spontanément bienveillante et apaisée. En outre, la pluralité des modèles familiaux nous révèle aussi que la famille n'a pas un seul schéma unique, naturel et évident. Elle est un groupe social aux visages multiples détenant des règles diverses d'union et de filiation selon le temps et l'espace. Comme l'expose d'ailleurs l'anthropologue Emmanuel Todd dans son essai « Troisième planète » et d'autres qui le suivront, nous pouvons notamment trouver 4 types familiaux dans le monde, dont certains se retrouvent dans la France jusqu'à la Révolution et au tout début du XIXe siècle. Ainsi, on trouve la famille nucléaire, dans laquelle les enfants quittent leurs parents à la fin de l'adolescence et qui peut être tantôt inégalitaire, comme dans le monde anglo-saxon, ou égalitaire d'un point de vue successoral, comme en France du Nord, en Italie et d'autres encore. On trouve également la famille communautaire patriarcale, avec une cohabitation des fils mariés avec leurs parents et une succession égalitaire entre eux. Et puis enfin, la famille de souche autoritaire, avec une inégalité successorale assumée, notamment dans le sud-ouest français, en Allemagne ou dans les pays nordiques, avec une cohabitation de l'héritier marié avec ses parents. En France, au XIXe siècle donc, et surtout au XXe siècle, la famille nucléaire égalitaire est plébiscitée. Mais d'autres visages de la famille se développent néanmoins avec la progression des droits individuels, des luttes pour la protection de l'enfance et du féminisme. La famille contemporaine, finalement, détient une nouvelle exigence, comme le révélait le sociologue Émile Durkheim, à savoir la qualité relationnelle. Autrement dit, la famille doit se fonder sur la confiance, le soin et la bienveillance. La famille devient de plus en plus affective que patrimoniale. Les enfants mis au monde sont moins nombreux, mais plus chéris. La famille ne serait pas seulement un groupement dans lequel circulent des biens, mais un cercle au sein duquel des êtres aspirent à se soutenir, s'entendre et coexister. Si elle demeure un lieu d'investissement de son patrimoine pour les classes bourgeoises, d'espoir d'élévation et d'entraide, notamment dans les milieux populaires, elle tend à devenir un lieu où chacun cherche à affirmer ses intérêts, sa personnalité et à trouver une place distincte parmi les autres. Ce premier point, qui revient à la hausse de l'individualisme, peut expliquer la hausse de la conflictualité et des séparations.
Finalement, si les séparations augmentent, des modèles alternatifs de la famille nucléaire se multiplient aussi. On l'a dit, les familles recomposées et monoparentales, parmi lesquelles il faut inclure les familles hétérosexuelles et homosexuelles. En 2020, l'INSEE observe qu'en France, une famille sur 4 est monoparentale et que la part des familles recomposées se stabilise. Ces recompositions, il faut le noter, sont plus souvent occasionnées par des séparations, alors qu'avant le XXe siècle, elles étaient beaucoup plus occasionnées par le veuvage. Une caractéristique de la deuxième moitié du XXe siècle consiste en effet donc dans la hausse des séparations, de la parentalité solitaire, comme des familles nombreuses par recomposition. Et chacune de ces familles révèle peut-être en effet une conflictualité propre. D'abord, la famille monoparentale est massivement issue de la séparation. Elle serait donc plutôt le fruit d'une conflictualité persistante et insoluble, voire de violences conjugales. Il peut encore s'agir d'une grossesse non assumée par un des partenaires qui quitte l'autre. La famille recomposée est là encore le plus souvent issue de séparation, suggérant une conflictualité non résolue menant à la dissolution des liens. Mais la recomposition familiale expose à d'autres types de conflictualité. Je pense à la place du conjoint et l'autorité dont il peut bénéficier face à un enfant dont il n'est pas le géniteur. Mais également à la relation entre ces enfants, issus de diverses unions et qui sont issus d'histoires différentes, élevés selon d'autres principes et valeurs, et qui ne vivent pas toujours selon un rythme de vie identique, certains étant en garde exclusive, les autres en garde alternée par exemple. Ajoutons enfin que derrière les familles dites traditionnelles et apparemment unies, peuvent se dissimuler aussi des tensions et des incompréhensions. Toute relation parent-enfant affronte le processus de distanciation, voire de séparation, qui suppose la critique éducative, le refus d'autorité, voire des divergences radicales parfois de valeurs et de désirs. Concernant la relation de la fratrie, elle peut, selon la stratégie éducative des parents, soit rechercher l'harmonie et y parvenir, soit succomber sous le poids de rivalité pour la reconnaissance parentale. Ces conflits, lorsqu'ils sont larvés et non exprimés, éclatent parfois durant le temps des réunions de famille ou bien plus tard, au moment des successions, qui sont alors de véritables épreuves de déchirement. Comment expliquer cette ambivalence sentimentale, voire cette conflictualité, si ce n'est cet aller-retour amour-haine que la psychanalyse appelait, notamment avec Lacan, énamoration ? Je peux apporter plusieurs types de réponses. J'y vois d'abord une première tension qui peut expliquer cette ambivalence. D'abord, la famille est une communauté d'individus distincts. En France, le législateur refuse de donner la personnalité morale à la famille. Ce qui veut dire que les membres d'une même famille ne sont pas regardés comme partageant nécessairement un intérêt social commun et identique. Cela tend à montrer que la famille n'est pas un groupement uniforme et univoque. La famille est un réseau de liens d'interdépendance entre des êtres aux désirs singuliers qui ne sont pas astreints à pérenniser ce réseau au-delà de leur majorité en tout cas. L'équilibre familial est délicat puisqu'il s'agit d'assumer à la fois une indépendance et une continuité intergénérationnelle. D'un point de vue moral et affectif, la famille génère l'idée d'un groupe uni par un projet commun, sous lequel on trouve des codes éthiques, des valeurs, le désir de rester en lien et le but commun de parvenir au bonheur ensemble. Mais si les individus se délaissent, ne partagent rien, ni conversation, ni activité, la famille n'a d'existence que juridique, peut-être biologique, mais non affective. Donc la famille se propose un projet étrange, asymétrique, porté d'abord et uniquement par la volonté d'adultes autonomes et éclairés, et non nécessairement par les enfants mineurs et sous tutelle. Dès lors, la parentalité comporte cette tâche difficile de transmettre ce que j'ai appelé projet commun et de faire en sorte que ce projet devienne partagé par les enfants qui n'en ont pas été à l'origine. Deuxième tension, la famille est un projet non seulement dissymétrique, mais paradoxal, parce qu'il s'agit d'éduquer, mais pour faire partir. Accueillir ou procréer des enfants pour fonder un groupe, prendre soin, guider vers l'émancipation, mais de sorte que ce noyau fondateur se trouvera à un moment donné quelque peu désœuvré. La distance adolescente et le départ des jeunes adultes cristallisent ce paradoxe et font de la parentalité une véritable épreuve et un projet en grande part désintéressé. Ces moments peuvent être conflictuels pour plusieurs raisons. Le conflit axiologique peut avoir lieu au sein d'une famille lorsque les valeurs ne sont plus partagées par les enfants, lorsque la stratégie éducative est vivement critiquée et rejetée. Et d'ailleurs, ces conflits de valeurs peuvent exploser à nouveau lorsque les enfants deviennent à leur tour des parents. Il existe aussi des conflits d'ambition et de désir. L'exemple type est celui, par exemple, d'un enfant souhaitant devenir artiste quand ses parents souhaitent pour lui une carrière plus stable, par exemple de fonctionnaire.
Plus le projet commun initial est maintenu par les parents contre la voix de leurs enfants, plus la conflictualité semble augmenter. Cette crispation des fondateurs sur leur projet peut venir de leur propre fidélité à leurs parents et de leur éducation reçue. Elle peut encore venir d'une fixation sur le maintien d'un patrimoine économique, plus que sur la volonté de créer un cercle et un foyer. Les parents se réduisent alors à n'être que les vecteurs de leur temps, de principes moraux qui font fi de la compréhension psychologique et affective de leurs enfants. Troisième tension. Le projet familial est un projet traversé par l'ambivalence amour-haine. Pour la psychanalyse freudienne, l'amour est une force créatrice de liens, de proximité, mais elle ne peut pas se départir de son envers, la haine, qui n'est pas, je le précise, la volonté de détruire, mais un mouvement visant à repousser, rejeter, tenir à distance ce qui semble opprimer, altérer ou envahir son intégrité. Cette ambivalence parcourt notre vie affective en général, mais elle irrigue d'autant plus évidemment la famille, lieu d'intimité, où les ascendants peuvent s'approcher de leur progéniture, parfois avec possessivité, fusion ou domination, et cherchent à retarder la distinction, la différenciation et le départ de leurs enfants. Cette ambivalence existe du point de vue des parents, mais aussi des enfants comme des adolescents qui sont pris, eux aussi, parfois entre un désir de régression, de fusion, d'identification avec leurs parents, et de haine, et de rejet, de distance, qui participent de leur individualisation. Cette tension se retrouve aussi dans une famille traditionnelle dans laquelle le couple parental ne tolère pas cette perte progressive d'autorité, d'éloignement de sa progéniture, que dans une famille monoparentale où le parent isolé peut s'appuyer sur son enfant pour pallier à l'absence du conjoint ou à une solitude. Malgré la volonté d'affirmation individuelle, la psychanalyse nous apprend aussi que nous sommes habités par l'histoire de notre famille et qu'il existe ce qu'on peut appeler une héritabilité des conflits, de sorte que des enfants divorcés divorcent davantage statistiquement que des enfants dont les parents s'entendaient bien. Pourtant, il semble que reconnaître et accepter l'ambivalence du sentiment permet de se libérer du drame de la séparation, de la blessure du rejet de son enfant, et peut-être plus sûrement nous aider à accéder à la liberté de l'amour qui laisse venir, qui accepte ce va-et-vient. Dernière tension qui peut expliquer, c'est cette conflictualité. La famille est une micro-société, un groupe donc où circulent des liens, des biens, mais aussi des services. Ces échanges sont encadrés, on l'a dit, par le droit et suscitent des rapports de pouvoir qui révèlent parfois de la conflictualité. Si le droit tend à promouvoir l'égalité des époux, des partenaires, comme à veiller au bien-être de l'enfant, il ne peut pas toujours lutter tout de suite contre des héritages mentaux inconscients ou conscients qui produisent encore parfois de l'inégalité homme-femme ou des abus d'autorité de la part des parents. Ainsi, l'inégalité des salaires ou des investissements domestiques peuvent cristalliser des tensions dans le couple et se révéler au moment du divorce qui devient un prétexte à une comptabilité rétroactive des rancœurs passées. Le rapport parent-enfant peut aussi donner lieu à un sentiment d'injustice lorsque le projet familial n'est pas assez soutenu ou gratifié de la part des enfants, ou lorsque la domination et l'autorité parentale se trouvent contestées. La donation anticipée et la succession représentent des moments de transaction intimes et symboliques. Si le législateur vise, on l'a dit, à pallier à l'inégalité, il n'est jamais impossible de trouver des stratégies de contournement déployées de manière consciente ou inconsciente pour user de la donation comme un moyen symbolique de récompenser ou de punir son héritier. En réplique surgit alors une demande en justice visant à condamner une reconnaissance parentale inégalement répartie. Pour conclure, la famille peut donc susciter un mouvement de répulsion pour 3 grandes raisons. C'est un lieu d'accueil dont l'individu dépend très longtemps dans sa vie et qui peut l'étouffer. Ensuite, elle génère des déterminismes sociaux, psychologiques et culturels qui peut, là encore, enchaîner et faire de la liberté individuelle un mythe. Enfin, elle est une institution juridique dont on n'échappe pas absolument, comme le rappelle l'obligation d'entretien ou la réserve héréditaire. Mais elle est aussi un lieu d'accueil, de solidarité intermédiaire et parfois, il faut le dire, d'amour désintéressé. Elle suit aussi les mutations culturelles et sociales, de sorte que sans jamais mourir, elle se transforme pour laisser de plus en plus de place aux aspirations et aux libertés individuelles. Merci de votre attention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On est heureux d'apprendre à la fin de cet examen très complet et absolument passionnant que la famille peut aussi être un lieu d'amour désintéressé et qu'il n'y a pas que les innombrables pathologies que vous avez pointées auparavant. Tout ça a été passionnant et je trouve très très complémentaire de l'analyse que nous a faite le professeur Laforie. Peut-être un mot, Édouard Grimont, à ce stade, si vous le souhaitez, avant qu'on engage l'échange avec nos deux intervenants. J'ai trouvé ces deux exposés particulièrement passionnants en ce qui me concerne. Alors j'ai noté au gré quelques mots. Il y en a un qui, monsieur le professeur, que vous avez utilisé, qui est contournement, et c'est vrai que c'est un terme que parfois nos clients utilisent dans nos bureaux. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience au moins une fois. Comment contourner, mettre telle ou telle disposition. La notion de réserve, qui est un sujet qui a occupé et qui, je pense, continuera d'occuper le notariat, les débats. Doit-on la maintenir? Faut-il la supprimer? C'est un vaste sujet pour la profession. Et puis d'un point de vue, je dirais, philosophique, effectivement, la famille, c'est l'intime. Et c'est un sujet que nous touchons vraiment, alors pas uniquement du bout des doigts, mais parfois à pleine main dans les rendez-vous avec nos clients, qui, lorsque le lien de confiance est là, depuis quelques années, à se fréquenter dans des dossiers divers et variés, fait qu'on arrive à avoir des discussions profondes qui vont bien au-delà du droit, et ce qui fait aussi la richesse du notariat, d'ailleurs. C'était passionnant, merci. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de creuser peut-être l'intervention de l'autre. Je ne sais pas comment vous avez perçu ça, Karl Laforie, mais j'ai bien aimé l'expression du divorce qui peut donner lieu à une comptabilité rétroactive des rancœurs passées. Et vraiment, l'expression, je trouvais très, très, très heureuse. Et il y a également, vous avez l'un et l'autre utilisé des expressions très justes, je trouve, à la fois sur les successions et sur les séparations. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, peut-être revenir sur ce que nous a dit Sophie Galabru et les conclusions, ou en tout cas les leçons que vous en tirez d'un point de vue juridique, peut-être en complément de votre intervention liminaire? Alors, pour revenir sur cette expression, c'est extrêmement intéressant. Il y a effectivement cette volonté au moment du divorce de faire une comptabilité rétroactive. Et tout cela est alimenté, encore une fois, par des éléments extra-patrimoniaux, et notamment par la question de la faute. Si on en revient justement à cette question de haine, pourquoi le divorce pour faute a encore aujourd'hui du succès, alors même que ses conséquences patrimoniales se sont largement étiolées? Pardon, je vous interromps, il a du succès statistiquement. Statistiquement, il y a encore. Ça reste, on peut donner un chiffre, enfin, est-ce qu'il y a un cas, un dixième? De manière très précise, je ne enfin, pourrais pas vous dire, mais ça reste significatif. Ça reste très significatif, alors même que ce n'est plus une cause indispensable, alors même que le divorce pour altération définitive du lien conjugal est devenu beaucoup plus aisé à mettre en œuvre. On est passé de 6 ans avec une clause d'excessive dureté à 2 ans, puis à 1 an. Il suffit d'1 an de séparation pour pouvoir divorcer, même si l'autre ne le veut pas. Donc c'est une cause qui est moins nécessaire pour divorcer. Et puis surtout, les conséquences au niveau de la prestation compensatoire sont assez largement déconnectées de l'idée de faute. Mais je pense qu'il y a une volonté de justice conjugale, qu'en justice, on reconnaisse que l'un des deux a commis une faute. Et c'est sans doute cela qui encourage encore, à mon sens, le divorce pour faute, cette comptabilité aussi morale. Dire voilà, il y a eu un divorce, mais il a été prononcé pour faute de l'autre. Je pense qu'il y a cette idée encore qui est présente, et c'est dire qu'il y a le droit, mais il y a aussi les sentiments qui ont besoin d'être traduits par les justiciables dans leurs décisions de justice qui les concernent. Merci. Peut-être une réponse de Sophie Galabru. J'aimerais inviter également elle à commenter ce qui avait été dit par Karl Laforie, plus spécifiquement peut-être sur la question qui vient d'être évoquée, celle de la faute, mais aussi j'ai trouvé très intéressant peut-être pour la philosophe, si je peux me permettre, les motifs de haine qui seraient considérés comme légitimes, de ressentiment, motif de haine justifiant ou le ressentiment légitime, etc., qui a été évoqué tout à l'heure. Comment vous avez... Enfin, j'imagine vous n'avez pas attendu ce matin pour connaître ces expressions, mais je trouve qu'elles étaient particulièrement intéressantes dans la bouche du professeur Laforie, et peut-être elles méritent un éclaircissement ou un commentaire de votre part. Ça, J'ai eu une première réflexion un tout petit peu plus large en écoutant le professeur Laforie. J'avais noté dans mon exposé que le législateur n'accorde pas la personnalité morale à la famille,
parce qu'il n'y a pas d'intérêt social commun, mais en même temps, votre exposé met en avant que le droit maintient des liens familiaux, même après rupture, et qu'il est finalement beaucoup plus facile pour une société de dissoudre des liens entre associés que pour une famille de dissoudre ses liens, alors qu'elle n'a pas d'intérêt social commun. Ce que je trouvais intéressant, c'est-à-dire que finalement, la valeur sociale et morale de la famille est quand même supérieure à une valeur socio-économique d'une société. J'avais envie de souligner ce point. Intéressant. Et concernant le divorce, concernant le divorce pour faute, j'avais noté une sorte de contradiction entre, parce que le divorce, enfin le mariage, contrairement au Pacs, comporte encore un devoir de fidélité, il faut le dire, et un devoir conjugal qui a été encore, attesté par la Cour de cassation récemment. Et ce devoir conjugal est particulier, ça veut dire que l'État continue en tout cas de juger, de s'immiscer dans l'intimité d'un couple et de sa sexualité, et en même temps reconnaît aussi le viol conjugal. Là, je trouve qu'il y a une tension dont on pourrait discuter entre le devoir conjugal, encore attesté, mais qui entre en contradiction peut-être, je ne sais pas, là c'est aux juristes peut-être de me répondre, avec la reconnaissance du viol conjugal, qui est même une circonstance aggravante du viol. On va donner évidemment le mot aux juristes. C'est vrai que pour le non-juriste spécialisé, c'est assez curieux comment on combine les deux. On se pose un peu la question d'un point de vue opérationnel, sans vouloir rentrer dans les détails, c'est assez singulier. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez nous donner là-dessus? Alors, vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette référence, juste pour le premier point, au défaut de personnalité morale de la famille et ce paradoxe avec la personnalité morale de la société, mais qui pourtant peut disparaître plus facilement. Le notaire est un peu juge de l'intérêt qui correspond à celui de la famille par rapport à celui de la société au moment du changement de régime matrimonial. On parle de l'intérêt de la famille. C'est peut-être le seul moment où on envisage la famille presque en tant que groupement et pour lequel on apprécie. Vous le disiez, la famille n'existe pas en tant que telle dans le Code civil. Il n'y a pas de titre. Mais c'est très intéressant et très révélateur. Oui, c'est très révélateur. Et s'agissant de cette ambiguïté que l'on pourrait soulever entre l'existence du devoir conjugal qui effectivement est reconnu par la Cour de cassation, puisque le refus non légitime, par exemple une maladie, d'exercer le devoir conjugal a été regardé par la jurisprudence comme une faute cause de divorce. Mais d'un autre côté, bien évidemment, ce devoir ne peut pas donner lieu à exécution forcée, et heureusement, il y a le viol entre époux qui est condamné. Alors, est-ce quelque chose d'incohérent ? C'est quelque chose que j'aime enseigner à ma première année, et c'est ça, vous avez des étudiants qui écoutent attentivement là. Dans un amphithéâtre, aujourd'hui, plus aucun étudiant ne comprend le devoir conjugal ou considère que ça devrait disparaître. Et pourtant, que reste-t-il de la notion de couple sans cet élément qui caractérise l'union sexuelle ? Dans ce cas-là, s'il n'y a plus de devoir conjugal, le mariage et le Pacs ne sont plus des forme de couple. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, effectivement, on repense la notion d'union civile et on la déconnecte de l'idée de couple. Moi, je pense qu'il vaut mieux carboniser à chacun sa famille, à chacun son droit. Je pense qu'il vaut mieux proposer plusieurs modèles de couple, et peut-être à côté, et je refais référence au 106e congrès des notaires, à d'autres formes de vie à deux qui, elles, sont déconnectées de la notion d'union sexuelle. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de vie à deux. Alors pardon, je ne veux pas vous sembler ni trop audacieux sur le sujet, ni excessivement provocateur, mais on parle toujours de vie à deux depuis le début, l'un et l'autre d'ailleurs. Et je me souviens avoir été, je dois dire, un peu surpris. Je crois que ça n'a pas prospéré chez nous, mais aux Pays-Bas, la question s'est posée. Je me demande même si ça n'a pas donné lieu à des évolutions et que ce n'est pas aujourd'hui de droit positif. Il y a des projets de trouble, je crois, on appelait ça. C'est-à-dire que c'était un couple à trois. Et dans le fond, on pourrait se poser la question, alors d'ailleurs, je ne sais pas si ça poserait des problèmes particuliers ensuite s'agissant de l'exercice des notaires, peut-être à l'ouverture du testament, je ne sais pas, mais est-ce que dans le fond, il y a une fatalité à ce que la famille soit constituée principalement au départ de deux personnes? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plus? Je n'ai pas d'opinion sur la question, je vous rassure, c'est purement théorique. D'un point de vue philosophique et idéologique, c'est tout à fait envisageable. Moi, je trouve, pour moi en tout cas, philosophiquement, je peux distinguer le couple de la famille. C'est-à-dire que deux personnes, pour moi, forment un couple. Mais
une famille commence à partir du moment où il y a une responsabilité, moi je dis pour un être vulnérable, que ce soit une personne âgée, dépendante, des enfants, par exemple. Après, c'est peut-être pas la conception exacte du droit et des juristes. D'un point de vue philosophique, c'est ce que je pourrais dire. Maintenant, un trouble, oui, c'est le mot qu'on pourrait trouver, le néologisme qu'on peut former pour parler d'une association, d'une union à trois, oui. Alors on retombe sur la différence entre l'association, la société et la famille. Qu'est-ce que dit le droit là-dessus, professeur? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des cas, alors pour le coup de Pacs plutôt, où il y a des gens qui sont en Pacs sans être en couple, en quelque sorte, et qui sont reconnus, je crois, par le droit. Oui, alors là pareil, j'aime beaucoup citer cet arrêt de la Cour de cassation que je trouve un peu sidérant. Alors il n'a pas été publié, peut-être à dessein. Une cour d'appel avait refusé un Pacs entre, je cite, deux personnes qui se considéraient comme ayant un lien de père et fils. Ils avaient, je crois, 24 ans de différence, et l'un des deux était, je crois, sous curatelle, ou en tout cas, voilà, avait quelques altérations de ses facultés mentales, et ils avaient voulu se paxer, mais voilà, ils se présentaient comme ayant une relation père-fils, et la Cour d'appel avait dit, bien non, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il avait donné des réserves d'interprétation de la loi du Pacs, avait dit, c'est un couple, et donc nous n'avons pas ici affaire à un couple, nous refusons donc le Pacs. Et la Cour de cassation avait cassé cet arrêt de la Cour d'appel au motif qu'il n'y avait pas d'empêchement à Pacs et donc que les conditions étaient réunies. Alors, là encore une fois, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ce n'est plus un couple. Et dans ce cas-là, alors, pourquoi dans le Pacs? Parce qu'il y a un lien aussi entre la notion de couple et la notion d'empêchement à mariage et à Pacs. Il y a empêchement à mariage et à Pacs pour éviter que les personnes s'unissent et aient des enfants d'une manière, à la manière de couples incestueux. Donc là aussi, si on part de cette idée que ce n'est plus un couple, on enlève alors les causes d'empêchement. Parce qu'il me semble effectivement légitime que des frères et des sœurs veuillent avoir un système qui reconnaisse leur communauté d'intérêt, parce que, étant âgé, peut-être que l'un voudrait transmettre à l'autre parce qu'il l'a aidé, et on sait que fiscalement c'est extrêmement sévère, la fiscalité entre frères et sœurs. Mais voilà, pour moi, il y a une alternative, c'est couple ou pas couple. Alors, couple ou trouble, là, bon, je vous avoue, mais là, c'est pas aux juristes d'avoir un avis, ou en tout cas, son avis n'est pas très important. Moi, je pense plus à la vie à trois non sexuelle, c'est-à-dire effectivement pourquoi pas des personnes âgées qui ont besoin de vivre ensemble et qui ont besoin d'un soutien, que la vie de couple à trois, à mon avis, ça sera extrêmement à la marge. Alors le droit peut aussi fournir des instruments pour les personnes à la marge, mais il faut peut-être penser d'abord aux besoins de la société. Mais ces sujets, je trouve, ont l'air anecdotiques, mais en réalité, si on revient à ce qui a été, je crois, le point liminaire de vos deux exposés, c'est-à-dire la différence, quasi ontologique entre une famille et une société, on est un peu au cœur du sujet quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une famille n'est pas une simple société? C'est pas seulement le nombre, c'est le caractère spécifique des rapports intimes, etc. etc. Je ne sais pas si vous voulez là-dessus peut-être... Ce que dit le professeur Laforie me fait réagir aussi sur une tension qui existe entre le lien entre beaux-parents et enfants, et qui est encore peut-être pas pleinement reconnue, donc entre le beau-parent et l'enfant naturel de son conjoint. Sur deux points, la délégation d'autorité qui existe mais qui peut être délicate, et sur la complexité après un divorce, par exemple, pour un maintien de lien. C'est-à-dire qu'il est considéré comme un tiers significatif, mais il faut, en tout cas d'après ce que j'ai pu lire, qu'il faut une expression manifeste de la volonté de l'enfant et du beau-parent pour maintenir ce lien. En tout cas, en plus, quand on voit la hausse et la stabilisation des familles recomposées, c'est un sujet qu'on m'a souvent posé d'ailleurs après des interventions, des beaux-parents qui se retrouvaient dans des difficultés pour maintenir un lien, qui n'ont pas une reconnaissance très évidente et facile de leur lien avec un enfant qu'ils ont parfois élevé, et vu grandir, et auquel ils ont apporté du soin, qu'ils ont besoin de continuer de voir après un divorce. Le statut de leur lien non biologique n'est pas toujours reconnu. Le problème, on revient toujours au même sujet, c'est-à-dire que qui peut se faire juge de la densité, de la qualité d'un lien affectif ou psychologique? C'est-à-dire que c'est assez simple quand vous avez soit un acte du type mariage, soit un lien biologique établi. Là, quand un beau-père ou une belle-mère vient dire j'ai un lien particulier, qui va s'en faire juge? Je ne sais pas d'ailleurs si le droit là-dessus, s'il y a de la jurisprudence sur le sujet qui est intéressante.
Oui, alors il y a des textes. Alors, il y a un premier texte qui est assez clair sur une question assez particulière qui est celle de la rupture d'un lien de filiation. Il y a eu une contestation d'un lien de filiation et la personne perd son lien de filiation à l'égard d'un enfant. Eh bien, un texte du Code civil dit, mais en revanche, à la suite de cette perte du lien de filiation, le juge pourra prononcer des mesures consistant à entretenir quand même le lien entre les personnes. Donc on a déjà une reconnaissance par le droit de cette volonté d'entretenir des liens au-delà du lien juridique. Et effectivement, on a ensuite des textes sur les liens entre les parents et les petits-enfants, et de manière plus générale, avec toute personne qui a entretenu un lien avec l'enfant. Et l'exemple que l'on donne est effectivement celui des beaux-parents, à la suite d'une nouvelle séparation. Donc c'est le juge qui, effectivement ici, apprécie souverainement, au regard des faits, eh bien, les liens qui existent et peut prononcer une mesure qui est un droit de visite, un droit d'hébergement. Merci beaucoup. Je vois que le temps passe. Si nous voulons respecter l'horloge, peut-être... est-il temps qu'on donne la parole à la salle? Alors la double salle, la salle physique en chair et en os que nous avons devant nous, mais également la salle virtuelle constituée de tous ceux qui nous suivent en visio. Marlène, est-ce qu'il y a des manifestations d'intérêt? Peut-être on va attendre que les petites mains se lèvent, vous nous le dites. Qui veut intervenir dans la salle? Je vous en prie, maître. Vous présentez, si vous voulez bien, chacun se présente avant de poser sa question brièvement. Oui, bonjour, Frédéric Roussel, notaire honoraire. Ça m'a un petit peu surpris votre comparaison, tous les deux finalement, entre la société et la société conjugale ou la société familiale. Où se situe, selon vous, l'affectio societatis, c'est-à-dire le lien voulu, théoriquement, entre les associés, et le lien subi, quelque part, dans le cadre familial, même si, par sa construction, la famille peut se transformer, muter en une forme de société familiale. Mais j'aurais aimé que vous alliez un tout petit peu plus loin, juridiquement et philosophiquement, sur ce sujet. Merci. Merci. Qui veut donner un premier élément de réponse? Galabru. Effectivement, c'est ce que j'ai essayé de dire dans la première tension que j'évoquais sur le fait que le projet familial est un projet asymétrique, c'est-à-dire qu'il est à l'initiative d'un noyau fondateur et d'adultes autonomes et éclairés, mais il n'émane pas des enfants accueillis ou procréés. Et cette asymétrie est un vrai défi pour la parentalité et la famille qui doit essayer de transmettre son intention première et son désir de bonheur commun à ses enfants. Et c'est là d'ailleurs où les tensions et les conflictualités émergent, parce que ce désir-là, cette initiative doivent être modulées et remises en question, oser être remises en question par les propres rapports des enfants, le fait qu'ils vivent dans une autre époque, selon d'autres principes, selon d'autres valeurs, rythmes et désirs. Et donc le projet initial doit subir des modulations, des remises en question par les enfants mineurs, pour, à mon avis, devenir un projet véritablement commun et auquel ils ont envie, ces enfants, d'adhérer. Moi, ce que je dis souvent, c'est que même dans des liens biologiques et donc subis, la famille devient peu à peu un acte d'adhésion et d'adoption renouvelé. C'est-à-dire, et surtout à partir de la majorité, nous ne sommes pas obligés de fréquenter les membres de notre famille, sauf pression morale et chantage affectif, ce qui peut être parfois très lourd, mais la fréquentation et l'entretien des liens familiaux devient au bout d'un moment un acte de volonté, de réadhésion, d'adoption. Mais c'est vrai que c'est un projet asymétrique au départ et très particulier en ce sens-là. Merci. Vous voulez compléter, professeur? Oui, en deux mots, effectivement, je n'aurais guère dit mieux sur l'idée. Normalement, le rapprochement devrait être dans un projet commun. Le projet commun, on le voit très bien chez les associés parce qu'ils sont tous au début, mais même au moment de l'adhésion, si un associé entre a posteriori, ils partagent tous ce projet commun dès le départ, ils le couchent sur le papier. Alors qu'en famille, ce n'est pas du tout le cas. Alors, avant, on pouvait aussi trouver un chef de famille comme il existe un dirigeant de société. C'était le pater familias. Aujourd'hui, il n'y a plus cette figure, et heureusement d'ailleurs, la famille est devenue beaucoup plus démocratique, si je puis dire, de ce point de vue. Avant, elle était autocratique. L'absence de chef rend le fonctionnement de la famille tout à fait différent de celui de la société, et elle s'en éloigne, et je pense que c'est heureux.
Si je puis ajouter une chose, simplement pour vous répondre aussi, Emmanuel Kant disait une chose que je trouve très très profonde, c'est que être parent, c'est convoquer au monde, notamment par la procréation, des êtres libres, des êtres qui sont des êtres libres même s'ils sont sous tutelle et mineurs. Et c'est là que se situe aussi une tension, c'est convoquer des êtres libres sous tutelle provisoire et qui récupéreront et intégreront leur liberté. Et donc, c'est ce qui rend la parentalité très difficile, c'est d'avoir à la fois, il y a une autorité parentale qui permet ainsi d'instruire, d'élever, de guider, de diffuser ce projet commun, mais en même temps qui devra accepter à un moment donné de perdre, d'être désœuvré, comme je l'ai dit, et de perdre ce pouvoir et cette autorité, et d'espérer qu'après la déchéance de l'autorité parentale, les enfants maintiennent des liens qui ne seront pas fondés sur l'aspiration aux soins ou alors la soumission à l'autorité. C'est toute la complexité du projet familial. J'aime beaucoup la polysémie de votre désœuvré. Effectivement, il y a quelque chose de très puissant, je pense, dans la compréhension de... je vous en prie, maître. Jean Tarade, notaire honoraire. C'est pas une réflexion, c'est un souvenir de praticien. Ça a été évoqué d'ailleurs par le professeur Laforie. Et la fiscalité dans tout ça, parce qu'elle est souvent motrice, y compris dans la fondation, dans la création d'une famille. Vous avez évoqué un pax entre deux personnes dont l'une voulait protéger l'autre. Il y avait probablement un intérêt ou un souhait fiscal là derrière. J'ai le souvenir d'un vieux monsieur qui venait de perdre sa femme et dont la nièce de sa femme, qui n'était pas sa nièce à lui, s'occupait beaucoup et qui voulait l'avantager fiscalement. Elle lui était totalement étrangère, donc ça coûtait très cher, et qui voulait se marier avec elle, uniquement pour cette raison fiscale. Donc ça rejoint ce que disait Frédéric aussi, là pour le coup, sur l'intérêt de la société, parce qu'on peut considérer que dans ce cas-là, le mariage était plus une société qu'une vraie union au sens où nous l'entendons traditionnellement. Donc voilà, ce sont des cas marginaux, mais la fiscalité joue un rôle malgré tout dans ces constructions ça serait dites très amusant familiales. ça serait très amusant, je trouve, de recenser les cas où la fiscalité a fait faire aux gens, leur a fait choisir des figures un peu inattendues. Beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Mais je suis prêt à... je ne veux pas aller trop loin, mais je suis prêt à l'imaginer. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est quelque chose aussi trivial que la fiscalité qui détermine ce type de choix, un peu parce qu'on ne peut pas faire autrement, comme vous le disiez, enfin, sauf à y perdre sa chemise. Qui veut intervenir sur le... Ça m'évoquait l'idée de... Enfin, il y a peut-être une priorisation, on peut le redire, du lien biologique, parce que, sauf quelques exceptions, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'adoption simple permet de léguer de manière testamentaire, mais est plus taxée, que pour l'héritier biologique. Donc il y a une priorisation évidente du lien biologique encore. Professeur ? La fiscalité doit avoir du sens. Et pourquoi avantage-t-on plus des personnes que d'autres ? Parce qu'elles ont rendu davantage service à la société en étant un socle de solidarité. C'est ce par quoi je voulais commencer. C'est l'État considère que, certes, il va aider les personnes en difficulté, mais il va récompenser aussi ceux qui ont monté des socles de solidarité, d'où le statut très privilégié du mariage, d'où aussi, bon, même si après il y a l'idée aussi de transmission des biens dans la famille, hein, mais ça aussi c'est intéressant cette remarque sur l'adoption. Il y a deux fiscalités de l'adoption. Il y a l'adoption qui fiscalement est calquée sur le lien juridique de la famille, où on va être traité fiscalement comme un enfant. Pourquoi ? Parce que c'est l'adoption plénière ou parce que c'est l'adoption simple qui est intervenue tôt et où le parent s'est occupé vraiment de l'enfant, où il a pris en charge à la place de la société. Donc là, effectivement, fiscalement, on va dire, on vous traite comme tout le monde. En revanche, si j'ai adopté quelqu'un qui était déjà autonome, etc., ben on va dire, c'est pas la même utilité sociale, donc c'est pour ça qu'on ne va pas donner un statut aussi favorable. J'aime assez l'idée de cette prime donnée par l'État à cette solidarité originelle, cette solidarité de base. Et ce qui est intéressant, c'est que le droit civil précède évidemment de loin la création des retraites par répartition, qui sont évidemment une raison très importante de reconnaître le bénéfice social qu'il y a à ce que les gens aient des enfants, pour simplement qu'on puisse financer le système de retraite à l'avenir. Juste sur ce point, quelque chose qui m'obsède un peu juridiquement et que je trouve fort dommage, c'est la tontine. La tontine qui est un acte formidable justement de mutualisation du risque pour les personnes qui n'ont pas de statut qui serait idoine. La tontine, on l'a tuée dans les années 80 en disant que c'est une donation, alors que c'est un acte à titre onéreux, c'est un acte aléatoire. Et ça c'est très regrettable, je trouve.
Merci. Vous voulez intervenir? Non, non. Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, Christian Lefebvre, je suis le médiateur du notariat. Vous nous avez fait part des évolutions sociologiques, philosophiques et juridiques de la famille. Et comme vous êtes ça change, j'aimerais savoir, selon vous, quelles vont être les prochaines évolutions. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a des choses dans les tuyaux? Voilà. Prenez votre boule de cristal avant de répondre, peut-être. Sophie Galabru, je ne sais pas si vous voulez commencer. Non, je n'ai pas de boule de cristal. Apparemment, le trouble est dans les tuyaux. Mais on constate plutôt toujours une hausse des familles monoparentales et recomposées. C'est plutôt ce qui se dessine. Et les familles nombreuses sont maintenant majoritairement des familles recomposées plutôt que traditionnelles. Mais quant à vous dire l'évolution, enfin, voilà, ce sont les tendances quand même dans un proche avenir. Laforêt. Moi non plus, je ne suis pas Madame Irma, mais il me semble que le prochain défi, c'est effectivement ces liens génétiques qui ne sont pas admis par le droit parce que l'enfant est né d'un autre projet. On voit se développer la notion de projet parental, c'est-à-dire je veux devenir parent alors que biologiquement je ne peux pas l'être, d'où la dernière loi sur la procréation médicalement assistée ouverte aux femmes ou aux femmes seules aussi. La femme seule procède à la PMA, mais derrière il y a un père. Et maintenant l'enfant va pouvoir accéder à ses origines sans pouvoir établir de lien de filiation. Mais nécessairement là, il va y avoir, à mon avis, un conflit entre cette volonté d'accéder à la vérité et cette barrière que nous donne le droit, au moins sur la traduction juridique de ce lien. Pour l'instant, on nous dit non, ce lien ne pourra pas être traduit juridiquement. Vous pourrez connaître la vérité, vous pourrez trouver la personne, mais ça s'arrêtera là. Moi, je pense que les personnes ne vont pas accepter ces fatalités, parce que les personnes acceptent de moins en moins les fatalités. Oui. Véronique de Jean de la Bâtie, je fais partie de l'équipe du congrès du 121 sur la famille. Vous avez parlé de la loi du rétrécissement continu de la famille qui a été mise en valeur par Émile Durkheim, et vous avez dit que l'affectivité prenait beaucoup plus de place dans la dévolution. On l'a vu au cours des dernières années. Mais du coup, la liberté prend une place tellement importante qu'elle en devient presque une idéologie. Comment faire le bon équilibre entre la responsabilité en fait dans la famille, vous en avez parlé aussi, et cette liberté? Merci. Je pense que l'exposé du professeur Laforêt l'a montré, c'est-à-dire que malgré l'aspiration à une liberté individuelle et à la montée de l'individualisme, l'État est encore quand même garant de la pérennité des liens et ne permet pas de dissoudre ces liens, qu'il s'agisse du divorce ou des liens parents-enfants, de manière si facile et si aisée. Donc pour moi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe et je ne suis pas praticienne du droit, que l'équilibre est quand même assez maintenu, je trouve. Professeur Laforêt. Oh oui, je souscris à cette idée du rôle que l'État doit encore tenir, en tout cas s'il a envie d'imposer encore ses devoirs, de trouver ce relais des solidarités, parce que s'il n'y a plus ce relais, ça va retomber sur lui au bout d'un moment. Donc la réserve héréditaire, pour y revenir, parce que c'est un de ces éléments, une limite de cette liberté individuelle, la réserve héréditaire, c'est quand même cette idée aussi que, au-delà de cette transmission du patrimoine dans les familles, c'est que une personne ne se retrouve pas dans le besoin alors qu'elle aurait pu, grâce à l'héritage, au moins sortir de ses difficultés. C'est d'ailleurs la limite que donne la Cour de cassation. L'idée qu'on s'en fait, et je crois que c'est principalement comme ça que ça a été enseigné, à moins peut-être que ce soit différent dans les facultés de droit quand on arrive à un niveau que je ne connais pas, mais c'était vraiment que le législateur post-révolution voulait exprimer une volonté d'égalité. Et mais vous avez raison, il y a aussi la trivialité qui fait que si vous avez quelqu'un de très riche et quelqu'un de très pauvre, l'État va avoir le très pauvre sur les bretelles. Pardon, mais c'est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, il me semble que le devoir alimentaire, d'une certaine manière, à travers la réserve, vient se substituer à l'égalité. Et d'ailleurs,
heureusement, la Cour de cassation, lorsqu'elle dit que la réserve n'est pas d'ordre public international, elle donne la réserve de l'état de besoin de l'héritier. On dit, voilà, on peut, même en partant à l'étranger, etc., en organisant la succession à l'étranger, on ne pourra pas empêcher la dévolution de certains biens si cela laisse une personne dans le besoin. Donc, il y a quand même cette mutation aussi de la réserve, et qui d'ailleurs ressort assez loin dans l'histoire, puisque c'était la conception romaine qui s'appelait la légitime. Merci. Moi, je trouve qu'il y a des notions de, comme on n'en a pas parlé, mais ce qui montre quand même toujours une intervention forte de l'État, c'est de la capacité du juge à pouvoir juger de l'ingratitude, de l'indignité matrimoniale, enfin patrimoniale, successorale. Il y a comme ça des notions qui peuvent paraître, en tout cas pour les yeux d'un non-juriste, assez vagues, et on se demande comment le juge peut juger de ces notions très intimes, ce qui prouve quand même qu'il y a toujours une intervention assez forte dans le domaine de l'intime et qui limite, qui réglemente les libertés. Avec l'aléa, naturellement, qui s'attache à la variété des jugements exprimés par les magistrats ici ou là. C'est quand même quelque chose que moi je trouve relativement troublant. C'est-à-dire que vous êtes à La Roche-sur-Yon ou vous êtes à Bobigny, c'est pas tout à fait le même résultat statistique. Donc quand il s'agit de juger de la pertinence, de l'intimité, de la poursuite d'une union, etc., c'est un peu troublant. Je vous vois réagir. Je réagis parce que notaire honoraire Bernard Hennis, j'ai été conseiller à la Cour de cassation pendant 6 ans, donc tout ce dont vous venez de parler, je l'ai vécu en tant que magistrat, pas en tant que notaire, parce qu'en tant que notaire, finalement, comme disait ma voisine, finalement, les dossiers qu'on a, pour la plupart, se passent bien, parce que les familles s'entendent plutôt bien, et que le côté contentieux, c'est l'apanage du juge. Et le juge, il émet une vérité judiciaire en fonction d'éléments qui lui sont apportés par les avocats des parties. Et il tranche. Il se trouve que j'étais au délibéré des affaires que vous avez exposées sur l'ordre public international, et qu'on s'est quand même rapporté au droit anglo-saxon, au droit américain, et les sujets étaient très américains, puisque les héritiers étaient aux États-Unis. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question? Moi, je suis frappé, je ne peux pas m'empêcher de revenir à la réflexion très liminaire que vous avez faite sur le fait que la famille, ce n'était pas une société, ni en droit, ni d'un point de vue philosophique. Et je trouve que c'est très intéressant quand on repense à tout ce que la littérature montre, j'allais dire, de Molière à Flaubert, et même, bien sûr, au-delà, dans les couples bourgeois, souvent, c'était des mariages arrangés, qui étaient précisément des sociétés. Et d'ailleurs, les relations intimes se passaient très naturellement en dehors du couple, puisqu'ils n'avaient pas été faits pour ça. Donc il y avait une forme de cohérence, pardon, je ne vais pas faire de la provocation, mais il y avait une forme de cohérence, on était dans quelque chose qui était un arrangement social, pas très loin de la société. Par ailleurs, il y avait des relations intimes si ça convenait, mais on pouvait tout à fait les imaginer ailleurs, puisque ce n'était pas l'objet. Et dans le fond, aujourd'hui, on est presque dans quelque chose de très différent, où vraiment c'est l'intime qui préside et qui donne une forme de légitimité à l'union. Quelle que soit la configuration d'ailleurs de la famille. Pardon. C'est vrai qu'on pourrait mettre en avant le fait que la conception familiale n'est pas la même parfois selon le milieu social. Et ça a été dit en sociologie. C'est-à-dire que, et encore maintenant, moi je trace la distinction. Jusqu'au XIXe siècle et la période romantique, la famille est plutôt une famille lignée. C'est-à-dire que le lignage est l'ambition principale. La famille est un investissement économique, même pour des classes appauvries, parce que les enfants sont une main-d'œuvre. Et à partir de la période romantique, il y a un accent est placé sur le sentiment conjugal, l'intimité et le sentiment paternel aussi, qui n'aurait pas pu, s'il n'y avait pas eu le développement du sentiment paternel, l'intimité, la famille comme foyer chaleureux n'aurait pas pu se développer. Néanmoins, donc famille lignée, famille foyer, c'est la distinction que je trace. Néanmoins, encore aujourd'hui, certaines familles, selon leur classe sociale, sont plus du côté famille lignée que famille foyer. Et les familles bourgeoises continuent beaucoup de considérer la famille comme un lignage et un investissement économique de leur patrimoine. Ou une préservation par rapport à une dispersion possible. Oui. Vous voulez dire un mot peut-être de conclusion? C'est vraiment un sujet extrêmement délicat, cette comparaison, parce que finalement, on dirait que c'est dans le passé qu'il y avait ce rapprochement entre la société et la famille, mais d'un autre côté, la famille était beaucoup plus indissoluble
qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc de ce point de vue, la famille s'éloignait plus de la société qu'aujourd'hui où on peut se séparer plus facilement que naguère. Donc c'est en ça que ça serait un très beau sujet, enfin c'est un sujet très intéressant de réflexion, mais extrêmement complexe parce qu'il y a plusieurs éléments qui jouent, et notamment, encore une fois, la volonté individuelle que l'on fait primer de plus en plus. Merci. À moins qu'il y ait une question de nos internautes, de ceux qui nous suivent à distance, Marlène, ou à moins qu'il y ait une question irrépressible dans la salle, on arrive à la fin de nos échanges. Je vais peut-être vous proposer, Édouard Grimont, si vous voulez bien, de tenir un petit propos conclusif. Donc j'ai bien compris que le contrat de famille librement négocié n'était pas pour demain. C'est bien ça. Pas encore. Mais peut-être que ce sera une proposition en 2025 du Congrès. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour vos propos, et le débat, c'était vraiment passionnant, très intéressant. Je vous remercie infiniment. Je vous rappelle que vous pourrez en lire le compte-rendu dans le Paris Match du 16 mai prochain, dans un petit peu moins d'un mois maintenant. Prochain débat du Club du droit, ça sera le 25 juin, ici même. 25 juin, les Jeux Olympiques approcheront, donc ça va être encore plus compliqué d'approcher le Conseil supérieur du notariat. On sera certainement encore moins nombreux, mais j'espère davantage en distanciel, en visioconférence, puisque... Non, il y aura plus de monde, mais encore plus motivé si c'est possible. Tout à fait. Peut-être des sportifs, effectivement. Et nous devrions évoquer, à l'occasion de ce dernier débat, les Jeux Olympiques, justement, sous l'angle de l'immobilier, du logement et de la transformation des bâtiments. Voilà. Merci à tous. Merci encore à tous les deux. Merci Philippe Manière. Et à dans un peu plus d'un mois maintenant. Et bonne journée. Merci, bonne journée.